Un abricot sec. J'ai valsé ma maison de Gergonde. Au milieu de la Mecque. À quoi rêvent les chats? Les capes, À quoi rêvent les bachibouzous? des têtes bizarres. Un abricot. Le Encore chic quelques lèche les mètres. vitrines. À quoi rêvent? Le L'amour vent tapisse s'éveille. l'amour. À quoi rêvent les chats? Bienvenue à vous, alors, avec le soutien de la grève et avec le soutien des difficultés, vous êtes là, bravo. Nous sommes là aussi, ravis d'accueillir Pépito. C'est notre deuxième rencontre autour de répertoire, écriture. Pépito, on a un rapport tout à fait différent, évidemment, avec Pépito, parce qu'on se connaît depuis longtemps, on a partagé beaucoup de choses, et puis tu es surtout quelqu'un qui est très présent ici, dans cette maison. Je crois que presque tout le monde te connaît, a vu au moins plusieurs de tes spectacles. Et quand on s'est rencontrés la première fois, on était dans un festival du conte en banlieue. C'est notre grande spécialité, la banlieue. Ouais, et moi, je n'avais jamais entendu de conteur. Tu le sais peut-être. Tu le sais peut-être pas, mais à l'époque, je faisais du théâtre, mais je mélangeais le dialogue et la narration. J'avais inventé un spectacle qui s'appelait Bruit de peau, et c'était des personnages sur un trou ordure qui se racontaient des histoires. Donc il y en a un qui prenait une bouteille, et puis avec cette bouteille... Et j'avais joué à Avignon, et le théâtre de la Mezzanine, qui organisait ce festival à Savigny-le-Temple, était intéressé par cette forme un peu bizarroïde et un peu bâtarde. Et je suis resté encore entre deux depuis ce temps-là, mais il s'était dit que ça serait peut-être intéressant de parler de la construction de ce spectacle. Et j'avais rencontré donc des conteurs. Il y avait Abi, je crois qu'il y avait Nasser Kémir, et il me semble qu'il y avait Yannick. Et là, le festival m'a lancé un ultimatum. Une fille qui s'appelle Sophie Charvet, et elle m'a dit « Allez, l'année prochaine, tu racontes une histoire. » Et tout seul, puisque dans le spectacle Bruit de peau, j'étais avec un autre comédien. Et donc je suis parti avec cette histoire, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, moi, c'est raconter, non pas avec d'autres gens, mais tout seul, écrire moi-même, me mettre en scène, jouer, peindre les décors, non, justement, ne pas peindre de décors, qui est une possibilité de faire rêver les gens comme ça avec les mots. Et tout de suite, j'ai plus jamais refait de théâtre depuis. Ça m'a scotché, cette affaire de conteur. Mais moi, je connaissais rien. On m'avait jamais raconté de conte. Jamais. Et tu as un souvenir de l'impression que ça t'a fait la première fois que tu nous as entendus? Oui, c'est cette magie de pouvoir rêver éveillé et de se trouver avec quelqu'un qui a rien, quoi. Il n'y avait pas d'effet de lumière particulier, il n'y avait pas de costume, il y avait quelqu'un qui était là comme ça, puis tout ce qu'il disait, le moindre geste, le regard, la façon d'être avec le public, ça fonctionnait. Et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose de fort, et ça m'a mis l'envie de le faire, quoi. Ces deux types, un soir de réveillon, il fait un froid de canard, ils sont en train de faire les poubelles. Ouais, c'est des intermittents du spectacle. C'est une histoire futuriste. Non, je rigole. Les types sont en train de chercher de quoi manger, ils se coupent les doigts dans des bouteilles de Veuve Clicquot cassées, ils essayent de récupérer un talon d'huître au fond d'un boudoir attaqué par des rats. La galère totale. Ça va, vous avez mangé ou pas? Et juste à ce moment-là, il y a le Concorde qui passe juste au-dessus. Oui, c'est une histoire futuriste du passé, en fait. Et il y a un des deux types qui dit à l'autre, quand je pense que ceux-là seront peut-être arrivés au bout du monde avant la fin de la nuit, et nous, on ne sera même pas arrivés au bout de la ruelle, on n'aura rien becté.
Ouais, dit l'autre, quand je pense que mon dernier voyage à moi remonte à 1964. Ah bon, dit le premier, toi t'es parti en voyage en 1964? Ouais, un voyage génial. Je suis parti à l'île d'Amiocap. Tu vois où sont les Açores? L'autre il dit non. Bah c'est plus loin. La Terre de Feu, ça dit, bah, de toute façon c'est même plus la peine d'en parler, l'île d'Amiocap elle n'existe plus aujourd'hui. Elle était tellement géniale, ils l'ont rayée de la carte. Elle a désapparu, une île géniale. Je suis parti là-bas à la chasse aux tarags. Oui, les tarags, c'est les derniers tigres préhistoriques. On les appelle les tarags, ils ont des dents comme des lamelles d'acier. S'ils te tombent dessus, ils te découpent en lamelles et ils te dévorent en moins de temps qu'il n'en faut un œuf à la coque pour devenir un œuf dur. Les tarags, des bêtes terribles. Je suis parti à la chasse aux tarags à dos de Tandor, les derniers mammouths, avec 100 chasseurs de la tribu des karaokés. On avait des casques en or, des chasubles en peau de baleine véritable. J'avais des pattes d'éléphant. J'avais un fusil à 2 canons striés en Côte d'Ivoire qui crachait des flèches au curare avec des os de calamar. On est parti aux horreurs vers 3-4 heures du matin dans la Selvina, c'est une forêt vierge. Mais plus vierge que ça, t'imagines pas. Pour rentrer dans la forêt, il faut couper les lianes. Tu rentres centimètre par centimètre, les lianes se referment. Tu es obligé de passer à l'intérieur des serpents. Les serpents se reforment. Tu te fais attaquer par des bêtes qui te pondent des œufs dans les yeux. Chaque moustique te pompe 1 litre de sang à chaque goulet. Tu te fais attaquer par des crocodilo-coccinum. Oui, c'est des monstres avec une tête en forme de vaccin contre la grippe. Ils te sucent par en dessus, ils te lyophilisent. À la fin, tu ressembles à un champignon japonais. On a marché 7 jours et 7 nuits, sans se brosser les dents, rien. À la fin, j'étais tout seul, les autres s'enfonçaient dans les marais, ils avalaient des couleuvres. À un moment donné, je me suis retrouvé devant un arbre, il fallait 3 semaines pour faire le tour. Mais moi, avec mes dents, j'ai fait un tunnel en dessous, j'ai réussi à passer sous l'arbre, sous les racines, j'ai réussi à m'introduire dans la tanière des tarags. Et là, je me suis retrouvé devant le dernier des tarags. C'était un géant, il faisait 4 mètres de haut, c'était le dernier. J'ai pas perdu mon sang-froid, de toute façon, j'avais plus de sang du tout. J'ai visé exactement entre les 2 yeux. Ouais, il faut savoir que c'est le seul endroit vulnérable chez le tarag, il faut le savoir. En plus, celui-là avec un œil, c'était pas facile. À un moment donné, j'ai tiré. Il s'est passé une chose qui arrive tous les 200 ans. La flèche est partie au ralenti. Donc j'ai tiré la deuxième qui a rattrapé la première. Elle lui a fait un croche-pied dans le canon. Le canon est parti comme une peau de banane. Les calamars sont revenus dans le manche. La poudre aux yeux. Ah! Et je suis tombé par terre. Et là, j'allais me relever pour me battre à main nue contre le tarag. À ce moment-là, une colonne de fourmis rouges géantes passait en transportant de la colle UU. Je suis tombé sur la colle. Ah! Je suis resté collé, dis donc. Impossible de décoller. À ce moment-là, le tarag m'a regardé avec une cruauté hors du commun. Il a retrouvé son 3e œil. Excusez-moi, vous êtes juste en face. Il s'est jeté sur moi avec une frénésie hors du commun. Il m'a écrasé, il m'a découpé en lamelles. Il a fait un steak tartare avec moi-même. Il a mis des capres, 4 baies, du ketchup. Il m'a dévoré entièrement, je dis bien entièrement. Il n'a même pas laissé un bout d'ongle, rien du tout. L'autre, il dit, il y a un truc que je comprends pas. Non, parce que là, tu dis, t'es parti à la chasse au tarag, t'es battu contre le tarag, et tu dis, à un moment donné, le tarag, il t'a dévoré, et toi, t'es en train de le raconter. Non, je veux dire, il y a un chaînon qui manque. Je veux dire, si toi, t'es en train de le raconter, c'est que t'es vivant. Enfin, je veux dire, si tu es là, dans la chair de ton corps, présentement là, en train de le narrer avec le souffle de ta voix, c'est que tu es en vie. Et à ce moment-là, l'autre se remet à fouiller dans sa poubelle, il dit, parce que toi, t'appelles ça une vie. Alors toi, tu appelles ça un conte. En fait, j'en sais rien.
Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire et qui m'a toujours allumé, c'est la question des mots qui peuvent renverser le sens. C'est-à-dire là, d'un mot, on part dans une direction et puis hop, ça se retourne à la fin. C'est une histoire de tradition juive. Et moi, j'aime beaucoup, que j'ai adapté à ma sauce, bien sûr, qui est une histoire un peu connue. Et moi, j'aime beaucoup cette idée que les mots peuvent être... peuvent poser des questions en renversant le sens. Ça m'a toujours intéressé, cette question de l'étrangeté des mots. Parce que, pour moi, les mots ne sont pas lisses. Ils ont toujours des fausses... ils ont toujours une trappe en dessous ou un tiroir où on peut hop, repartir dans une autre direction. Ce qui fait que toutes ces problématiques, et notamment les histoires des contes juifs, m'intéressent parce que souvent ils interrogent les mots, et c'est à partir de cette interrogation des mots que le sens dérive. Et c'est l'ouverture à toutes les suppositions possibles. Par exemple, le mot « si », hein, on ouvre la porte, c'est toutes les histoires qui démarrent, c'est l'appel à l'imaginaire. Il y a une autre histoire juive, c'est deux types qui sont dans un train, et ils sont assis l'un en face de l'autre, et il y a un silence, le train passe, hein, une vieille histoire, donc c'est un vieux train. Et à un moment donné, il y en a un qui est un peu plus jeune que l'autre, excuse-moi, je joue le jeune. Et le plus jeune demande à l'autre, s'il vous plaît, monsieur, auriez-vous l'heure? Et l'autre, au lieu de répondre, il tourne la tête vers la vitre et dit, je connais les hommes. Le jeune homme se dit, peut-être il est un peu dur d'oreille, donc il attend un peu, puis au bout d'un moment, il réitère sa question. Monsieur, s'il vous plaît, auriez-vous l'heure? Même manège, l'autre tourne la tête vers la vitre, il dit, je connais les hommes. Le jeune homme, en colère, se lève, il sort du compartiment, il claque la porte et il s'en va. Il y avait une grand-mère qui était là dans un coin. Elle était en train de faire son yoga. Elle avait tout entendu. Elle se tourne vers l'homme qui était resté. Elle dit, je crois, monsieur, que vous n'avez pas bien entendu ce que ce jeune homme vous a demandé. Et lui répond, si, madame, parfaitement. Mais je connais les hommes. Si je lui avais donné l'heure, il m'aurait dit merci. J'aurais dit, il n'y a pas de quoi. On serait mis à engager la conversation. Et puis alors, comme un fait exprès, il serait descendu à la même gare que moi. Alors on aurait continué à converser sur le trottoir. Et puis au bout d'un moment, il aurait absolument tenu à me raccompagner jusqu'à chez moi. Alors devant chez moi, j'aurais pas pu faire autrement que de l'inviter à boire un verre. Seulement chez moi, il y a ma fille qui est belle, comme un rayon de bicyclette. Il aurait commencé à lui faire les yeux doux. Et puis alors elle est naïve, elle serait tombée dans le panneau. Et puis alors aujourd'hui, les choses vont vite. Hein, ils seraient tombés amoureux, il aurait fallu les marier. Hein, ils auraient eu des enfants. Les enfants, il aurait fallu que je les garde le dimanche. Et puis aujourd'hui, les gosses, ça touche à tout. Ils m'auraient abîmé ma collection de papillons, ça m'aurait rendu malade. J'en aurais fait un ulcère. Il aurait fallu m'opérer. Seulement ce jour-là, le chirurgien n'aurait pas été en forme parce qu'il aurait fêté la promotion à l'éducation nationale de son voisin de palier, dont la femme est radine à cause de son père qui a fait la guerre. Elle aurait servi du mauvais Beaujolais. Le chirurgien aurait été brouillé, il m'aurait raté, je serais mort. Et puis alors un enterrement minable, sans fleurs ni couronne. Vous pensez, un gendre qui n'a même pas les moyens de se payer une montre. Et c'est cette question, vous voyez, si on invente quelque chose, alors ça peut aller très très loin. Et c'est ça qui m'a toujours plu quand j'étais enfant, moi, parce que je me disais, au fond, si on ouvre cette porte du si, alors la réalité peut prendre une autre dimension, elle peut être refaite, elle peut être réinventée. Et comme je ne devais pas être très bien dans la réalité étant enfant, et ben du coup, je me plaisais plus dans l'imaginaire. Mais on ne m'avait pas raconté l'histoire. Par contre, tout petit, on voulait me faire parler, on mettait des mots dans le biberon. Des mots laids. Longue conversation. Épithète, épithète, épithète. Je têtais la grammaire comme une vache espagnole. J'avalais tout d'une traite. De la bouillie, de grumeaux de mots plein la tétine. Je me souviens, j'ingurgitais, je déglutissais un embrouillamini de bouts de morceaux de mots, une véritable diarrhée verbale. Je passais mon temps à sucer les rats.
Non, enfin, je veux dire, non, la racine des mots. Enfin, je faisais des vers, quoi. J'étais un peu solitaire. Yo tengo un gato por la garganta. Ça veut dire j'ai un chat dans la gorge. Parce qu'on voulait me faire parler espagnol. Mais pour moi, c'était très étrange. Parce que les mots espagnols, c'était pas la même chose qu'en français. Le gâteau, en espagnol, c'est le chat. Mais le gâteau en français, on sait ce que c'est. Moi, je me disais, si tu as un gâteau dans la gorge, tu le manges. Mais manger en espagnol, c'est comer. Comer, c'est une vieille qui dit du mal de tout le monde. Voilà ce que je voyais, moi. Et je me disais, quand tu la vois, vaut mieux partir. Mais partir en espagnol, c'est pas la même chose, c'est faire deux parts. C'est rompre. Remarque, si tu dis romper en français, ça veut dire que tu peux partir. Mais partir en espagnol, c'est salir. Tu vas quand même pas salir avant de partir. Alors, vous voyez, c'est quand même très étrange parce que, avec mon père qui prononçait pas très bien, chez nous, c'était les bâches qui donnaient du lait. On mangeait du veuf à table. Ah, ça crée des images, quoi. D'ailleurs, mon père, quand il est parti de son pays pour venir travailler en France, c'est son oncle qui l'a fait venir. C'est-à-dire le frère de mon père. Ça va? Oui. D'accord. Et le frère du père de mon père, il a dit à son frère, le père de mon père, ça va? Faut pas avoir le cerf-volant, hein. Il lui a dit, toi qui as 3 fils, donne-moi un de tes fils, je l'amène en France, il y a du travail. Il a demandé à l'aîné, il ne voulait pas partir. Je dis ça parce que pour voir comment les histoires se construisent. Et il a pris un des 2 jumeaux, plouf, 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 c'est tombé sur mon père. Il l'a amené en France, mon père a vendu des cacahuètes et des oranges à la sortie des cinémas. Petit à petit, il a ouvert une petite boutique, ma mère habitait juste au-dessus. Ils se sont rencontrés, ils se sont plu, ils se sont mariés, ils ont eu des beaux enfants. Et c'est pourquoi je suis là ce soir, pour vous raconter ces histoires. Vous voyez l'étrangeté du hasard. D'ailleurs, vous vous rendez compte tous les hasards qu'il aura fallu pour que vous soyez vous aussi ici ce soir. Ça fait un paquet, hein. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas pu venir, hein. Et c'est pas seulement à cause du hasard. Mais des fois, je me demande si l'oncle avait choisi l'autre jumeau. Bon, bah, il serait venu en France. Il aurait vendu des cacahuètes et des oranges, il a ouvert son petit magasin. Ma mère y aurait vu du feu puisqu'ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Ils se seraient mariés, ils auraient eu des enfants, peut-être ils auraient eu un fils de mon âge. Franchement, je le plains, le gars, parce qu'il aurait eu des problèmes d'identité. Là, je te laisse parler, Ami. Non, mais tu racontes de toute façon en même temps la cuisine. Mais par exemple, avec l'histoire juive, qu'est-ce qui fait que tout à coup, dans ta vie, dans la vie aujourd'hui, comme ça, tu fais un lien entre un conte traditionnel ou une histoire que tu trouves et la vie? Parce que ce que tu nous racontes, c'est l'histoire des 2 clochards, c'est l'histoire de la vie. Ça vient aussi bien de choses que tu observes, des choses que tu vis. Alors, comment ça devient quand même ça devient des structures d'une très grande virtuosité, ce que tu fais. Mmh. C'est très, très écrit, très travaillé. Mais ça vient d'où et comment ça devient une structure comme ça? Qu'est-ce qui aimante quoi? Voilà, c'est quoi ton... Parce qu'en même temps, tu racontes. C'est ça qui est très étonnant. C'est en même temps, tu racontes et en même temps, c'est basé sur un échafaudage d'aller-retour de sens, de mots. Alors, c'est quoi ta cuisine? Si tu veux bien nous en parler un peu. Ouais. C'est-à-dire, moi j'ai plusieurs façons de travailler des histoires. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Ça peut être effectivement de partir des mots et de l'étrangeté des mots. Et puis ensuite, il faut trouver le fil qui va les relier. Parce qu'il faut que ça nous amène quelque part. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une flèche. Qu'on sache comment ça va se finir. Pour pouvoir trouver le chemin. Et c'est ça qui est vraiment important. Mais quelquefois, je peux partir d'une image, par exemple. Je prends l'exemple d'une image qui m'avait touché dans la rue, puisque tu parlais de la vie et de la rue. Vers chez moi, il y a un immeuble. Les promoteurs, ils ont commencé à murer les appartements. C'est-à-dire qu'ils ont engagé les gens à s'en aller le plus vite possible. Ils leur ont racheté plus ou moins bien. Et petit à petit, au fur et à mesure que les gens partaient, ils muraient la fenêtre. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le bâtiment devenait presque aveugle.
Et c'était vers chez moi, il y avait une petite fenêtre bleue, et elle restait toute seule. Et c'était un vieux bonhomme qui vivait là. Et moi, c'est une chose qui me touchait beaucoup. Parce que j'ai l'impression qu'il était comme en prison, comme s'il était enfermé, quoi. Et pendant longtemps, cette chose-là me tournait autour dans la tête, et je me demandais, j'avais envie d'en faire quelque chose. Ce bonhomme, je me disais, mais comment il vit, tu vois. Et puis, j'ai eu la réponse, en fait, de l'histoire qui pouvait commencer. C'est qu'un jour, il y a des squatteurs qui sont venus, en fait, qui ont occupé le rez-de-chaussée. Ils ont réussi à rentrer, je ne sais pas comment, et ils se sont installés puisqu'il n'y avait plus personne dans l'immeuble. C'était des Africains, plusieurs familles. Et donc, j'ai commencé à inventer l'histoire qui pouvait être probable pour moi, c'est-à-dire que ce bonhomme, qui ne sortait plus que pour faire quelques courses, mais il ne connaissait plus personne, et il était vraiment seul, petit à petit, il a entendu des voix qu'il ne connaissait pas. Et donc un monde a commencé à naître autour de lui, il a vu des enfants qui jouaient, il a commencé à leur sourire, puis petit à petit, il a sympathisé avec une petite fille, puis il a connu la famille, et petit à petit, ce bonhomme, il s'est mis à vivre à l'africaine. C'est-à-dire qu'il est devenu comme les autres qui étaient là, comme dans un village. Et donc, cette histoire, après, il faut pouvoir la développer. Alors moi, j'ai raconté tout ce qu'il avait vécu avec ces gens-là, des échanges de connaissances, d'histoires et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, l'histoire, elle va trouver un événement un peu irrémédiable, c'est qu'au bout d'un moment, les squatteurs ont été renvoyés. Et comme lui, il a protesté et tout ça, en fait, on l'a pris pour un vieillard sénile et on l'a mis en maison de retraite. Alors donc, il a tout perdu aussi. Il a été exclu comme eux. Et du coup, moi, il faut que je cherche comment cette situation peut, par le rêve, par le conte, par la magie de l'imaginaire, pouvoir se recoudre. Donc moi, j'imagine après qu'ils se sont retrouvés, que le vieux bonhomme, il s'est sauvé de la maison de retraite. Et puis il a suivi un oiseau, et que l'oiseau l'a emmené pour retrouver les familles africaines. Et puis finalement, il s'est retrouvé en Afrique. Il a retrouvé là une famille. Et enfin bon, je ne vous raconte pas l'histoire vraiment complète, et puis c'est une histoire déjà ancienne, mais c'est pour dire qu'à partir d'une image, on peut essayer de creuser qu'est-ce qui peut se passer. En fait, une histoire, ça peut s'écrire en 4 points. Il faut une situation de départ, un personnage qui fait quelque chose dans une situation avec un temps et un lieu, quoi. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait un déclencheur, il faut qu'il se passe quelque chose. Si on dit dans une histoire, tout va bien, il ne s'est jamais rien passé, il n'y aura jamais d'histoire. Les histoires, c'est fait avec nos souffrances, nos désirs et nos manques. Et donc, une fois qu'on a trouvé ça, on va trouver le ressort qui permet de voir la conséquence. S'il y a eu cet événement, qu'est-ce qui va se passer après? Puis ensuite, il faut trouver la chute, c'est la fin. Donc en 4 points, on invente une histoire. Seulement, plus la situation de départ sera forte, plus ça va servir de tremplin à ce qui va se passer. Moins la situation de départ est forte, moins on va avoir envie de savoir la fin. Donc c'est très important de soigner la situation de départ, que l'événement soit justement un événement qui s'appuie bien sur cette situation. La conséquence, alors là on est déjà dans l'imaginaire, ça peut prendre plein d'épreuves, et puis la fin, on peut trouver une pirouette, une fin philosophique, moraliste, et tout ça. Alors, ça peut être aussi une histoire qui existe et que j'adapte à la situation d'aujourd'hui. Comme par exemple, cette histoire, ces 2 calamars qui marchent dans la rue, et il y en a un qui n'a pas de papier d'identité. Et il dit à l'autre calamar, si on rencontre un policier, je vais être obligé de me mettre à courir parce que je n'ai pas de papier. Et l'autre calamar, il dit non, c'est moi qui me mettrai à courir parce que j'ai des papiers. Bon. Donc ils arrivent au bout de la rue et ils tombent nez à nez avec un policier. Alors celui qui avait des papiers, il regarde le policier, puis il se met à courir. Aussitôt le policier, un réflexe, il court après. Ils ont des consignes. Il n'y en a plus dans les gares, mais... Et donc il court après, au bout de 200 mètres, il rattrape essoufflé, il lui dit maintenant tu me montres tes papiers. Et le gars lui montre ses papiers, enfin le calamar.
Et le policier dit, mais pourquoi tu cours puisque tu as des papiers? Et le calamar, il dit, c'est parce que le médecin m'a dit que c'était bon pour le cœur. Et il dit, mais quand tu m'as vu courir derrière toi, pourquoi tu t'es pas arrêté? Et il répond, c'est parce que j'ai pensé qu'on avait peut-être le même médecin. Bon, bah ça, c'est une histoire de Nasruddin. Alors des fois, je trouve que l'idée peut devenir actuelle, ou que l'idée peut se greffer sur une histoire millénaire. Alors je m'en prive pas. Des fois, ça peut être un principe, comment dire, comme en art conceptuel. C'est-à-dire que je vais coller des choses, comme un peintre ou un plasticien pourrait dire, tiens, je vais mettre du matériau de récupération avec de l'aquarelle, puis je vais voir ce que ça va donner. Eh bien, moi, je fais pareil. Par exemple, je me dis, tiens, je vais mettre Dieu en conflit avec l'argent, pour voir ce que ça va donner. Alors, c'est un principe de base. Qu'est-ce qui va se trottiner avec ça? Alors, ça donne une histoire que j'ai inventée sur Dieu, là, où c'est un homme qui rêve que Dieu rêve qu'il est en train de faire le monde. Et dans son rêve, Dieu, il rêve que l'homme a besoin de passer aux impôts sur le revenu de manière automatique. Parce qu'il dit qu'il ne pourra pas payer ses impôts chaque mois, donc il faut qu'il passe à l'automatique. Alors tout d'un coup, ça devient loufoque parce que l'homme, lui, sa femme est partie voir au cinéma Eden les 10 commandements avec sa sœur Marie. Alors tout d'un coup, l'homme est très branché sur la religion et Dieu est très branché sur le fric. Alors ça fait des collisions. Et moi, ce genre de truc, ça m'intéresse. Alors après, il faut effectivement construire. J'ai une autre histoire où c'est la Vénus de Milo. Non, pardon, la Vénus de Botticelli. C'est un touriste japonais qui tombe amoureux de la Vénus de Botticelli. L'idée pour moi, c'était de faire se rencontrer deux époques et deux mondes complètement différents. Un monde d'aujourd'hui très banal, donc quoi de plus banal qu'un touriste japonais? Tu dis vraiment, voilà, ça va être très banal. On voit tout de suite, ça représente tous les touristes du monde. Parce qu'ils sont un peu caricaturaux. Bon. Et il va tomber amoureux de la déesse de l'amour, la Vénus, mais c'est à Florence, en visitant un musée, la Galerie des Offices. Et il tombe amoureux de la Vénus de Botticelli. Alors à partir de ce moment-là, c'est un sacré chantier, parce qu'elle, elle trimballe toute sa mythologie, et le mont Olympe avec tous les dieux grecs, et lui, il a des problèmes avec parce qu'il travaille chez Makita, et il a eu un voyage qui a été payé par la boîte, parce que les meilleurs ouvriers de l'année sont invités à faire un voyage en Europe. Alors il faut aussi qu'ils ramènent des images. Enfin bon, et tout à coup, c'est deux mondes qui se collisionnent. Et rien que cet effet-là, tout d'un coup, l'histoire est en route. Alors après, il faut trouver le principe de construction. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Et peut-être j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure à partir du collectage que je fais, qui m'intéresse plus aujourd'hui que les histoires seulement pour elles-mêmes. Aujourd'hui, j'invente plus beaucoup d'histoires seules. Mais je les invente plutôt dans le contexte d'un spectacle et notamment de toute une problématique. Comme toi d'ailleurs. Par rapport à ce que tu viens de raconter, aux exemples que tu viens de raconter, ce qui est assez frappant, donc moi je t'ai entendu souvent raconter, et je me souviens qu'au début, je me souviens de cette tournée qu'on a fait ensemble au Québec, entre autres avec Muriel et nous, on avait avec Pépito, dans des circonstances très différentes, on se retrouvait à raconter ensemble, et ce qui m'avait frappé dans les discussions qu'on avait, c'était que nous, on écoutait Pépito se sortir de situations, mais on était dans des situations quand même assez invraisemblables, en Louisiane, au Québec, dans les soirées où les gens ne savaient pas qui on était, ne savaient même pas s'ils allaient nous comprendre ou pas. Et toi, tu racontais ces histoires, celles que tu viens d'évoquer, certaines, et je me souviens d'être fasciné par le fait que tu racontais, j'allais dire, souvent les mêmes histoires, extrêmement travaillées. J'en ai pas beaucoup. Oui, non, mais c'est vrai, extrêmement travaillées, et qu'avec, tu te mettais en relation avec les gens à travers une chose extrêmement structurée. Et que moi, Muriel et moi, on était tout à fait dans un autre
Je me fais pas de soucis pour toi. Hein. Mais c'est-à-dire que on changeait d'histoire tout le temps. Notre manière, c'était l'adaptation du répertoire. Et donc, on était tout le temps... Et je me souviens, dans les discussions après, tu me disais, mais d'où est-ce que vous connaissez toutes ces histoires hein? C'est frappant. Et nous, on se disait, mais comment tu as travaillé toutes ces histoires? On avait une sorte de c'était pas une opposition, mais plutôt un émerveillement de la différence de pratique, d'attitude, et pourtant, dans des situations difficiles, on va dire une même concentration, un même désir de partager cet imaginaire. Et quand je t'entends maintenant en parler, j'ai l'impression que tu as complètement digéré ces histoires que tu as écrites toi-même, et que c'est devenu des contes, et que toi-même tu les traites, et que maintenant tu les racontes comme si c'était vrai. Vrai dans le sens, tu t'en sers comme de la matière, alors que d'une certaine manière, à un moment, c'était beaucoup plus formalisé, et quelque part, il te fallait la forme en entier. Et là, j'ai l'impression que maintenant, c'est devenu des contes pour toi, dans le sens d'une liberté que tu as avec, tu peux en dire un bout, t'arrêter. Là je t'ai entendu en faire un bout, changer une partie, repartir dans un autre sens. Donc tu as comme acquis une deuxième liberté sur des choses structurées. C'est le contact avec les conteurs. C'est vrai, parce que on le dit peut-être pas assez, mais le fait qu'on s'écoute les uns les autres et qu'on se renvoie la balle ou qu'on a l'habitude d'entendre des histoires, finalement on finit par intégrer des structures et intégrer des façons de travailler. Pas qu'on se copie, mais moi je suis très curieux du répertoire. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais il y a plein d'histoires que je trouve magnifiques. Et pour en revenir à ce que tu dis, la question, je suis un peu un conteur par malentendu, si j'ose dire, parce que moi je viens de l'écriture, je viens du théâtre, et j'ai pas de tradition. Alors du coup, ça fait quand même un décalage. Même si on peut dire que le conteur, il a toujours été au carrefour de tous les arts, puisque même dans la tradition la plus ancienne, on trouve des conteurs de personnages d'ombre, on trouve des conteurs musiciens, chanteurs, poètes, mimes, etc. On pourrait parler beaucoup de ça, mais en tout cas, en France, généralement, le conteur est plutôt part de l'oralité. Et au début, ça posait vraiment problème. On me renvoyait toujours l'idée que je faisais du conte un petit peu comme du théâtre. Et c'est vrai qu'au début, je partais de ça. Maintenant, même quand j'écris des spectacles très précis, j'essaye toujours de faire un aller-retour entre l'oral et l'écrit. C'est-à-dire que ma préoccupation principale, c'est le propos, comment construire une architecture et trouver la flèche qui va vers quelque chose. À partir de ce moment-là, j'écris des morceaux, mais c'est surtout des morceaux d'architecture. Là, je suis en train de travailler un spectacle sur la vieillesse. J'accumule des récits ou des histoires, des anecdotes. Je commence à les construire, mais je ne construis pas l'intérieur des histoires. Je construis l'architecture qui va me permettre de me déplacer à l'intérieur. Et puis ensuite, petit à petit, je vais creuser les histoires, creuser les personnages, etc. Mais il y aura des moments où je vais trouver quelque chose à l'écrit, parce que tout d'un coup, je suis parti à l'écrit, que je trouve quelque chose. Alors je me dis, c'est génial ça, mais je ne vais pas l'apprendre par cœur. Je vais l'avoir. Par contre, il y a d'autres choses que je vais trouver à l'oral. Alors je vais essayer d'improviser dans ma cuisine, et puis je me dis, tiens, cette chose que j'ai écrite, c'est vraiment intéressant, faut pas que je la laisse. Alors je la reprends. Mais par contre, j'ai trouvé à l'oral des choses que je n'avais pas à l'écrit, qui sont plus intéressantes. Et donc je fais un alliage entre les deux, et petit à petit, la forme se précise. Et c'est très très long pour moi, pour que ça devienne efficace. Je suis très très maladroit au début. Et ça dure très très longtemps pour que les mots soient mâchés, et que tout d'un coup, hop, ça prenne forme, et que même dans le corps, et dans les gestes, et dans la façon d'être en scène avec les pieds, puisque je crois qu'on écrit l'histoire avec les pieds aussi, l'histoire, ça devient une véritable écriture. Pour moi, c'est ça l'écriture orale. C'est-à-dire, c'est les images, ces images créent des impressions dans le corps qui est une sorte d'écran de la parole.
Même un conteur très sobre, il y a toujours une main qui traîne, une grimace sur le visage, une manière d'être, etc. Et ça crée des images, et ces images créent déjà une écriture. Et c'est l'ensemble de ça, c'est-à-dire pas seulement les mots, mais la façon de les prononcer, la musicalité, mais aussi les gestes, le regard avec le public, la manière de se déplacer, tout ça c'est l'écriture orale. Et pour moi ça c'est important parce que c'est le passage obligé avant la mise en scène. C'est-à-dire moi j'essaye de ne pas partir, d'ailleurs la personne avec qui je travaille, je ne l'appelle pas metteur en scène mais metteur en jeu. C'est-à-dire je lui demande de me faire travailler le jeu. C'est-à-dire de pousser certaines choses que je fais ou de m'indiquer des circulations, des choses qui sont plus intéressantes à voir, mais je ne veux pas que ce soit lui de l'extérieur qui commande l'intérieur. Je veux que ce soit le contraire. Que ce soit le conteur qui crée sa mise en scène, c'est-à-dire sa mise en jeu spontanément, et qu'à partir de ça, ça devient une forme qui est plus ou moins précise, mais elle se précise de plus en plus, sans être apprise par cœur, mais ça devient presque du par cœur. Par contre, l'œil extérieur va peaufiner ça pour qu'on ne fasse pas toujours les mêmes gestes, qu'il y ait des moments où on change un peu de registre, etc. Des choses qu'on ne peut pas toujours mesurer, puisque l'ennui qui nous guette, c'est la monotonie. Mais justement, par exemple, dans la différence de démarche, dans le travail que tu as fait sur Urgence et sur Parloir, où tu as introduit, par exemple, la notion de collecter, c'est-à-dire d'aller dans des lieux de vie, et puis là, t'imprégner, collecter. Qu'est-ce qui fait que dans Parloir, tout à coup, cette idée de donner vie à un personnage qui va, lui, raconter l'ensemble de l'histoire, plutôt que de le raconter toi-même? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tout à coup, c'est un levier? Alors, est-ce que c'est la situation de départ, la flèche dont tu parles? Pourquoi là, pas ailleurs? Qu'est-ce que c'était lié à la prison, à ce que tu avais reçu comme matériau? Pourquoi dans Parloir, tu as eu cette idée, cette envie, ce besoin de créer un personnage qui allait être le narrateur? C'est-à-dire que ça, c'est encore une chose importante. C'est-à-dire, moi, actuellement, les spectacles que je fais sur le collectage, pour moi, c'est une autre ère que ce que je faisais avant. Avant, j'étais plutôt dans un principe d'histoire, accrochées les unes aux autres. Maintenant, je voudrais que mes spectacles soient comme, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais comme une sorte de philosophie de vie, ou tout au moins qu'ils aient une manière de regarder le monde, qui soit comme un petit monde. Alors ça veut dire que je choisis un lieu à partir du collectage. Sur les urgences à l'hôpital, c'était la salle d'attente. Je me suis dit, tiens, cette salle d'attente, c'est un endroit très théâtral, il se passe toujours quelque chose, et on peut raconter ce qui s'y passe. Et il fallait, j'en arrive au deuxième, à ta question, trouver, et c'est ça qui m'importe aujourd'hui, c'est qui raconte ça à qui. Donc je me suis dit, pour impliquer le public, il faut que je le concerne en trouvant une manière d'énoncer l'histoire qu'il est dans l'histoire. Donc ça a été de me dire, c'est vous. Un soir, vous arrivez aux urgences à l'hôpital, vous avez un panari à soigner, et je vais vous raconter ce qui va vous arriver. Donc tout à coup, ça me permet à la fois de raconter ce qui se passe aux urgences en réel, mais aussi de vous inventer une histoire, votre histoire d'une nuit aux urgences, et en plus de pouvoir me moquer de vous. Parce qu'il y a des moments où vous êtes dans des situations un petit peu bizarres, ou parce que je vous suggère des réactions qui m'étonnent moi-même. Donc vous voyez, c'est-à-dire je vous dis, mettez-vous à ma place, moi je me mets à la vôtre. Et donc cette manière de retourner l'affaire, ça implique le public, ça le met dans une situation dont il ne peut plus sortir, je l'ai fait prisonnier d'une certaine manière, et ça veut dire que j'ai trouvé une manière de conteur qui me semble être vraiment un travail de conteur, mais qui est déjà théâtralisé. C'est-à-dire que c'est un travail de conteur dans la mesure où je pense qu'un conteur, il peut sortir de son histoire pour donner son point de vue, ou même parler d'un de ses personnages. Moi, je pense que le conte peut se permettre ça. Le conteur, il est brechtien d'une certaine façon. Brecht avait observé les conteurs chinois, et il avait dit, c'est ça que je veux faire, mais en théâtre. Ben moi, c'est un petit peu l'inverse.
ce théâtre-là m'intéresse, mais en conte. C'est-à-dire, Brecht disait, il faut montrer le dessous. Il faut montrer la forme et ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire, l'acteur peut très bien dire, moi je suis un acteur, je joue Hitler. Voilà. C'est pas moi, mais je vais le jouer. Et je vais être très méchant, vous allez voir. Enfin, vous voyez, c'est cette manière d'impliquer le public dans une responsabilité de voir où est le jeu, où est le non-jeu, ça c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Mais après, il ne faut pas tuer l'illusion non plus, il ne faut pas tuer l'émotion et pas tuer le... Mais voilà, ce travail du conteur, même des fois imperceptible, ou un petit sourire, on voit qu'il vient de se dire avec le public, vous y croyez, hein? Ouais, moi aussi. Mais là, vous voyez ce qui se passe. Il y a un côté malicieux qui me paraît vital chez le conteur. Alors dans la prison, je me suis dit, je ne vais pas faire pareil. Je ne vais pas dire, alors c'est vous, vous arrivez un jour en prison, alors je vais vous raconter ce qui vous arrive. D'une part, vous supporteriez peut-être pas, et puis d'autre part, non, j'avais pas envie de ça. Et je me disais, il faut que je trouve quelque chose qui me semble être vraiment un parti pris, qui implique le public, et qui me mette dans la situation de raconter d'une façon différente. Et ça a été, je cherchais, je ne voulais pas être un détenu, je ne voulais pas être un gardien, je ne voulais pas être un visiteur, je ne voulais pas dire, alors c'est moi qui suis allé en prison, je vais vous raconter ce que j'ai vu. C'était pas ça. Donc il fallait que je trouve, et sans doute j'avais l'oreille éveillée. Un jour, Monique... Le Baker, qui travaillait ici, que tout le monde connaît, elle m'a dit, il m'est arrivé un truc invraisemblable. Ils font des travaux à côté de chez moi, il y a un rat qui a remonté les tuyauteries, il est rentré dans mes toilettes. Et je lui ai dit, oui, c'est horrible. Puis en plus, j'ai une aversion terrible pour les rats. Et je lui ai dit, c'est quand même intéressant, ça, cette histoire. C'est-à-dire, c'est un rat. Mais oui, le rat, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. C'est celui qu'on rejette. C'est le prisonnier, au fond. Et souvent, on fait l'amalgame. Dans les prisons, il y a des rats, et les gens qu'on ne veut pas voir, les exclus et tout ça, c'est un peu des rats. Alors je me suis dit, voilà, si c'est un rat qui raconte, c'est-à-dire c'est un ancien rat de bibliothèque. Ça m'est venu après. Je me suis dit, mais oui, c'est un rat qui connaît la mythologie. Il connaît les histoires, il lisait beaucoup. Et puis un jour, il y a eu une rationalisation des espaces lecture. Donc comme c'est un rêveur, les autres en ont profité pour le... Ils lui ont dit, bon débarras, allez hop. Donc il a dû fuir comme un dératé, et il s'est sauvé, et en se sauvant par les tuyauteries, il s'est trompé d'endroit, il s'est retrouvé en prison. Et il ne sait plus comment sortir. Donc il se demande comment sortir, il tourne partout, il connaît toutes les histoires, et tout d'un coup il rencontre un public, et il pense que le public est venu s'évader. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Alors tout d'un coup ça crée une métaphore que j'utilise, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est l'idée que ce rat, tout à coup, rencontre un public. Au début, il est méfiant. Puis, petit à petit, il se met à leur raconter des histoires qu'il connaît. Et puis, comme il les voit réagir, tout d'un coup, ces histoires le mettent en confiance. Et il commence à dire qu'il y a des prisonniers avec lesquels il partage quelque chose. Alors, tout d'un coup, il se crée une complicité avec le public. Et puis, petit à petit, il n'a plus envie de partir. Enfin, c'est pas qu'il a envie de partir, mais il se dit, si j'étais pas venu, j'aurais pas eu la chance de rencontrer tous ces gens-là et de savoir ce qui se passait dedans, puis vous non plus. Et si c'est grâce à eux que vous vous êtes évadés, eux, ils existent parce que vous les écoutez. Vous écoutez ce que je vous raconte. Alors tout à coup, ça crée une ouverture sur le monde. Et moi, il faut toujours qu'il y ait cette dimension-là. C'est-à-dire une dimension psychologique, une dimension sociale, et puis une dimension un peu cosmique ou mystérieuse, puisque dans les histoires, il y a du mystère, on ne sait pas, ça vous appartient. Au fond, je ne sais pas quel rapport vous avez avec les rats, ou avec les détenus, ou avec l'enfermement, mais ça, c'est votre mystère à vous, puis moi, je ne devrais pas le solutionner. Et donc, à la fin, le rat, il retourne sa veste, et il redevient un acteur, qui s'est pris pour un rat. Alors là, c'est un personnage, on peut dire, qui raconte. C'est un raconteur. Et alors, dans mon prochain spectacle que je commence à écrire, enfin, j'en suis aux prémices, puisque ça va être dans un an, donc je procède comme ça, je ramasse du matériau. Actuellement, j'essaie de concevoir une architecture, savoir ce que je veux dire et vers quoi je veux aller, et il y a beaucoup de choses à dire sur la vieillesse.
Là encore, je vais parler de problèmes psychologiques de personnes qui se retrouvent âgées, chacun avec sa manière de vieillir. Et moi, je vais jouer des scénarios de ma propre vieillesse à venir. À travers ces collectages, je vais dégager un certain nombre de schémas et je vais jouer les personnes âgées en disant c'est mon propre scénario que je répète. Mais là, j'aimerais pas que finalement ça me va pas très bien. Ou celui-là me va plutôt bien. Celui-là, ouais, bon. Je ne sais pas encore comment je vais boutiquer l'affaire, mais il va falloir trouver la manière de raconter ça à un public concerné. Donc, a priori, vous êtes tous concernés par la vieillesse, plus que par la prison. Mais il faut quand même que je trouve quelque chose qui vous implique et qui fasse qu'il y ait une évolution tout au long du spectacle pour que on sorte de ce spectacle comme d'un voyage. Moi, c'est ça que je veux, c'est qu'on ressorte, bouleversé, ça peut être bien, ému, mais chamboulé, au minimum. C'est-à-dire qu'on se dise, on a quand même fait un voyage dans un monde qu'on ne connaissait pas, ou dans un monde qui nous a rappelé des souvenirs, ou qui nous a fait poser des questions sur nous-mêmes, ou sur des gens qu'on connaît, et tout à coup, la fonction du conte, qui est au fond de traiter la réalité avec l'imaginaire pour renvoyer à la réalité, il me semble là, est en jeu et de mise. Et est-ce que juste pour revenir sur Parloir, est-ce que tu serais d'accord si je te disais que il me semble que c'est dans la manière dont tu as vécu et fabriqué ce spectacle, c'est certainement dans tout ce que je t'ai entendu raconter, celui dans lequel il y a le plus d'humanité qui se raconte, qui fait que dans l'équilibre que tu donnes entre l'humour, la distance que tu prends avec le jeu que tu fais sur les citations, les mots, est en même temps animé, nourri par une humanité très forte, très prenante. On reçoit des émotions très fortes qui viennent peut-être de la situation que tu as vécue, toi, et que tu as partagée. Il me semble que là, il y a une sorte d'équilibre assez, en tout cas que moi j'ai trouvé assez impressionnant, entre le jeu, la distance, l'humour et la profondeur d'une humanité avec toutes ces différents drames, parce que tu parlais de drames. Et est-ce que du coup, comment tu reçois ce que disait Daniel Laumont la dernière fois? Moi j'avais été assez touché par ce qu'il disait. Il disait que, alors à sa manière, lui, il prend le public très direct. Il n'a pas une construction narrative comme toi, en disant on commence par être sympathique, par se reconnaître, par aimer se regarder, il y a la convivialité. Et puis à un moment, ça c'est bien, mais à un moment, il y a un geste artistique. Et il l'a fait comme quelque chose qui tout à coup descendait verticalement, comme quelque chose qu'avec maintenant on laisse la psychologie, le côté sympathique dont on est ensemble. C'est plus de ça dont il est question, c'est un geste artistique, quelque chose qui dépasse, il avait un geste vertical qui était assez étonnant. Et alors, est-ce que tu te reconnais dans cette dimension-là, et comment tu l'appréhendes dans l'instant? Parce que tu dis par exemple que tu te fais aider par un directeur d'acteur. Comment dans l'instant tu appréhendes cet équilibre entre quelque chose de convivial, de relationnel, etc., structuré, et en même temps, à un moment, l'émotion des personnages, de la situation que tu proposes. Là, tu vas parler de la vieillesse. Enfin, j'imagine que, en tout cas, déjà, je me prépare à ce que ça me fasse de l'effet. Prépare-toi. Puisque visiblement, c'est un spectacle qui m'est directement adressé, non, c'est ça? Je ne voudrais pas me prendre trop au sérieux. Moi, j'ai du mal à me prendre au sérieux. Et avant, j'étais toujours tourné vers l'humour et vers les choses gaies de la vie. Pour des raisons personnelles, familiales et d'enfance, je me suis toujours reconnu dans Don Quichotte et Sancho Panza. Sancho Panza qui est un vivant qui aime rire, manger et la vie, et puis un Don Quichotte qui rêve,
qui est toujours barré dans des aventures où il veut sauver le monde, mais il s'en prend plein la chetron, parce qu'il perd autant qu'il gagne, Don Quichotte. Nabokov a étudié ça, et il s'est rendu compte que Don Quichotte perd autant qu'il gagne. Exactement le même nombre de combats. Ça veut dire c'est un rêveur, quoi. Il mélange beaucoup de choses. Et comme tout le monde, je crois qu'on a aussi cette double facette qui est d'être attiré par les choses gaies de la vie, et puis en même temps un côté rêveur et justicier qui aimerait bien changer les choses qui ne vont pas. Mais pour des raisons personnelles, j'avais mis ce côté-là de côté. Le côté rêveur, oui, mais pas l'ombre. J'avais toujours fui l'ombre. Parce que pour moi, l'ombre, c'était la tragédie, c'était donc la mort, c'était la peur, c'était tout ce qui faisait peur, quoi, tout ce qui effrayait. Et donc, d'instinct, je ne m'étais pas dit je ne veux pas, mais d'instinct, j'allais vers les choses amusantes. Et puis, pour des raisons, des choses dans la vie qui sont arrivées à des proches et des choses que j'ai regardées de plus près, je me suis dit, il y a quelque chose qui me manque. Il faut à un moment donné ouvrir une porte sur le placard à balai qu'on n'a pas envie de regarder. Et je ne me suis pas dit de manière aussi explicite, mais j'ai commencé à m'intéresser et à écouter et à rencontrer des gens qui n'allaient pas bien, qui m'en ont parlé, et j'ai accepté d'être touché un petit peu par ça. Alors qu'avant, hop, je partais, je faisais une pirouette. Donc petit à petit, et notamment le spectacle sur les urgences, même si c'est un spectacle léger et plutôt humoristique, le fond est grave. C'était quand même pas rien d'aller voir dans les hôpitaux, d'interroger les infirmières pour voir les gens qui n'allaient pas bien, et les maladies et tout ça. Donc ça a été une première porte, la prison en a été une deuxième, qui a été presque un rendez-vous avec ma jeunesse. Parce que moi, quand j'étais jeune, je tournais mal. Je vais vous parler de ma vie, là. Et je vivais dans des quartiers où on était en bande et on faisait des conneries. Et il y en a qui ont fini en prison. Et quand je vois des jeunes, comme lorsqu'on a été à Fresnes, travailler avec les détenus, je me dis, au fond, il y en a beaucoup. Il y a un moment donné, ils n'ont pas de colonne vertébrale, ils n'ont pas trouvé le sens du truc. Ils n'ont pas trouvé. Et s'ils n'ont pas trouvé, c'est vraiment dommage parce qu'ils vont aller en prison pour des raisons souvent économiques ou des raisons de ne pas tenir debout parce qu'il n'y a pas d'entourage, il n'y a pas de solidité autour d'eux. Alors que peut-être en prison, et c'est dans ce sens que je faisais les ateliers, des fois l'écriture, la poésie, une activité de réinsertion peut tout à coup leur révéler des choses et ils peuvent s'en sortir parce qu'ils retrouvent tout à coup le sens de ce qu'ils sont par rapport aux autres et dans la vie et par rapport à leur utilité dans la société. C'est pas rien. Peut-être ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Mais moi, je me suis senti longtemps sans colonne vertébrale. Enfin, vraiment comme un coup d'air, hop, on part à gauche, à droite. Il n'y a pas de structure. Et c'est l'imaginaire, au fond, qui m'a ramené dans la réalité. Donc maintenant, avec, j'imagine, plus de gravité et d'humanité, on peut dire, mais j'ouvre des portes que je n'aurais pas ouvertes. Et donc, cette porte sur la vieillesse est aussi une porte où là, je vais à l'avance. Je me dis, tiens, je veux voir quel genre de vieux... Je vais me poser les questions de la vieillesse avant qu'elle arrive. Vous voyez, ben, je prends de l'avance, là. Mais je ne veux surtout pas en faire un spectacle grave. Il y aura de l'émotion et de la gravité, bien sûr, à certains moments, mais je veux en faire un spectacle qui soit un hymne à la vie, qui soit vraiment le plaisir d'être en train de jouer, qui est le propre de l'homme. Et justement, aussi, la question de l'artiste, qui est en pleine lumière et qui un jour va devoir quitter la lumière. Donc j'imagine que la lumière va s'éteindre au fur et à mesure du spectacle. Pour terminer, je la mettrai en veilleuse. J'ai cette idée-là. Bon, une idée scénographique, qui est une idée qui ne correspond pas à un travail de conteur, mais qui est une idée comme ça, de scénographie. Et je me dis qu'à travers ces choses-là, je vais sans doute, d'une part, me poser des questions qui serait temps que je me pose aussi, et d'autre part, dédramatiser, puisque, au fond, on s'aperçoit que quand on regarde l'ombre, on voit mieux la réalité, et elle nous donne de la force. Il faut accepter tout
le packaging. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre qu'une seule chose. C'est comme l'arbre qui a des fruits des fruits mauvais et des fruits qui empoisonnent et des fruits bons. Mais ils sont tous là dans le village parce qu'ils ne savent pas lesquels. Et il y a une partie de l'arbre qui a des bons fruits, l'autre qui a des mauvais fruits. Et un jour, il y a un touriste, et lui dit, tu veux pas une pomme, toi? Ça t'intéresse pas? Ah, le touriste, il dit, oui, mais je veux bien une pomme. Et il prend une pomme, il la mange. Ah, il dit, elles sont très très bonnes. Il lui arrive rien. Et d'un seul coup, ils se jettent tous sur cette partie de l'arbre, et ils mangent toutes les pommes de cette partie-là. Mais l'arbre, au bout d'un moment, il meurt. Parce qu'on ne peut pas manger que les bonnes. Ou tout au moins, il faut accepter aussi qu'il y ait des mauvaises. Enfin, je ne saurais pas philosopher sur cette histoire, mais il me semble qu'il faut tout prendre. Et il me semble que l'avantage de vieillir, si c'en est un, c'est d'une part qu'on connaît de plus en plus de monde, ça c'est pas mal, mais je crois d'autre part qu'on finit par accepter des choses qu'on ne pensait pas pouvoir accepter étant jeune. En gros, moi, ça ne m'intéressait absolument pas les vieux avant. Vraiment, je pensais que je ne serais jamais vieux, et que ça ne m'arriverait pas, ça arrivera aux autres, mais pas à moi. Et puis, ah, tiens, un cheveu blanc un matin, tiens, qu'est-ce qui se passe? Moi? Et donc, je pense qu'il va falloir creuser, et la réalité me montre qu'elle nous donne des histoires qui sont très très fortes. Alors, ça donne de l'humanité, mais il ne faut pas perdre l'envie de donner de l'humour. Moi, je veux pouvoir à l'intérieur raconter des blagues, prendre de la mythologie, raconter une histoire vraie. Je vais faire des collages parce que je ne laisse pas les choses en l'état. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas prendre des histoires que je collecte et les garder telles quelles. Je vais les travailler de telle façon qu'elles puissent intéresser les gens et qu'elles soient universelles, qu'elles puissent poser une question qui soit intéressante pour la société aujourd'hui, pour notre réflexion. Alors, ça veut dire que l'histoire, je vais peut-être la gonfler ou la systématiser. C'est une histoire où il y a un truc, mais tiens, en le répétant plusieurs fois, ça va devenir plus intéressant. Ou bien, c'est une histoire que je vais coller avec une autre. Ah, ces deux-là, c'est vraiment intéressant. Parce que l'histoire est intéressante, mais le personnage ne l'est pas trop. Par contre, il y a un personnage très intéressant, et si on les met ensemble, ça va... J'ai déjà fait ça dans mes autres spectacles. Donc, c'est tout un moyen de ne pas... C'est pas pour nier le réel, c'est pour en faire quelque chose. C'est comme une... Il faut qu'il y ait des fleurs qui poussent. Et que ces fleurs, elles soient belles et qu'elles intéressent les gens. Et après, il y a des gens qui diront « Ah ouais, ça, c'est vrai, ça c'est une maison de retraite, ça se passe comme ça. » Je dirais « Non, non, j'ai tout inventé, c'est une maison de retraite imaginaire. » Mais les gens vont me dire « Non, non, mais c'est comme ça, hein. Moi j'ai une grand-mère, elle est exactement comme ça. » Alors que ça va être un collage de plein de grand-mères. Mais donc c'est pas... C'est un travail, une alchimie complexe. Et là, du coup, je me sers de tout. Si je t'entends un jour raconter une histoire et je me dis, tiens, mais cette histoire, elle irait bien dans mon spectacle, peut-être je l'applique. Mais je vais la refaire à ma façon, complètement différente. C'est-à-dire, je ne m'empêche pas de faire entrer dedans des choses qui, a priori, n'iraient pas dedans. Parce que ça va éclairer plusieurs facettes d'une même chose. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est un spectacle linéaire. Ou alors, on n'a que des stéréotypes. Non, non, il faut qu'un personnage qui est vraiment très intéressant, ah oui, mais il a son revers. Et un personnage qui est ronchon, qu'en veut à tout le monde, si on le retourne dans l'autre sens, on s'aperçoit qu'il n'est pas si mal, celui-là, finalement. S'il est comme ça, c'est pour des raisons... ça, c'est comme dans la tradition africaine, où on explique que tous les symboles ont deux facettes. Mais les gens aussi ont deux facettes. Et alors, est-ce que tu penses qu'un jour, quelqu'un d'autre racontera tes histoires? Je le plains, le pauvre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit, que c'est arrivé déjà que moi, ça me ferait plaisir. Est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé, est-ce que je peux raconter? Oui, quelquefois, oui, oui. Il y a même un Belge qui raconte Urgence. Je ne sais pas comment il fait. Mais donc il dit ton texte? Oui, un amateur. Et ça t'intéresserait de voir comment, oui, oui, oui. Comment il s'en sort? Et il y a un jeune homme qui a repris un spectacle qui s'appelle Itinéraire bis, qui le joue à sa façon. Mais alors là, lui, il m'a envoyé, il a des décors, il a fait ça très mille et une nuits. Donc, mais au fond, je m'en fiche un petit peu. C'est-à-dire que ce qui est
sur papier, après, ça repart dans l'oralité, ça repart dans le théâtre. Et au fond, que des gens, bien sûr, je préférais que ce soit des gens de qualité et qui fassent un travail vraiment intéressant, mais au fond, si jamais ça peut intéresser des gens, je suis content. Que dans 50 ans, il y ait quelqu'un en fouillant dans une vieille librairie du 6e arrondissement, là où ils vendent des vieux bouquins qui datent de la nuit des temps, et ils trouvent « Ah tiens, ce truc, ah, ben, c'est pas mal ça, hop, j'ai envie de le raconter ». Je trouve que c'est bien, que ça renaisse. Qu'est-ce qui fait la différence entre cette proposition-là et celle, par exemple, qu'a faite à une époque celui qu'on connaît, Dario Fo, qui un jour s'est mis à raconter une histoire avec le style qui était le sien. Il se trouve qu'il en a fait un ouvrage, que comme c'était un homme de théâtre, tout le monde a pensé que c'était du théâtre, et qu'on voit depuis des années et des années des acteurs jouer tout seuls, moins bien que lui, son propre texte, comme si c'était un texte de théâtre. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Parce que pour moi, c'est un conteur qui a mis un texte dans un livre, mais dans l'association, c'est devenu du théâtre, alors qu'en fait, il faudrait pouvoir le traiter c'est remettre en vie son propre texte à lui, oui. Parce que ça, c'est sa manière de faire. Oui. Donc, comment quelqu'un prendrait tes histoires et le retransformerait à sa manière pour raconter ce qui est derrière, mais peut-être dans des formes différentes, ou je sais pas. C'est indispensable. Suikiri Saira, là, mon histoire avec le prénom japonais très long, elle a déjà été reprise plusieurs fois, mais je dis aux gens, surtout quand ils me demandent s'ils peuvent le faire, je leur dis surtout refaites-la avec votre façon à vous, et peut-être même en modifiant des choses pour lesquelles vous ne seriez pas d'accord, quoi. Dans ce sens, des spectacles, même des spectacles très écrits, très précis, ils peuvent retrouver des branches nouvelles. Moi, il m'arrive, et c'est dans ce sens où le travail du conteur est vraiment dépendant du public, il arrive que quelque chose se modifie avec la réaction du public. La réaction globale ou la réaction après le spectacle. Les gens qui disent « vous avez dit ça », et moi, ça m'a rappelé telle chose et tout ça. Mais je dis « mais attendez, j'ai pas dit ça. Si, vous avez dit ça. » Ah, d'accord, mais moi je ne le voyais pas dans ce sens-là. Et tout d'un coup, vous dites « mais bien sûr, c'est évident. Ce sens-là est beaucoup plus intéressant. » Et d'un seul coup, hop, il y a une branche qui va repartir. Donc, le public m'autorise à repartir sur de nouvelles routes. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Mais aussi, par le rire, le silence, l'écoute, on s'aperçoit qu'une histoire n'est pas solide avant longtemps. Et c'est pour ça que moi, souvent, je publie mes bouquins longtemps après les avoir joués, pour justement qu'ils aient pris de la souplesse. Mais si je dois faire une nouvelle édition, souvent, je corrige plein de choses. Ça veut dire que, pour en revenir à Dario Fo, je crois que lui, il est parti des conteurs, des braconniers de sa région d'Italie, qui racontaient des histoires. Les braconniers racontent beaucoup d'histoires, c'est comme les pêcheurs marseillais. Il y a des bruitages. Et donc, ce sont des raconteurs d'histoires. Et lui, il est parti de ça, et c'est évident que son théâtre est un théâtre oral, et en plus, il le jouait dans des réunions politiques, parce qu'il y avait souvent un message, et donc, ça devait réagir, surtout en Italie, et il devait bouger des choses en fonction du lieu où il était. Mais après, une fois que c'est mis en boîte, on se dit, oh là là, il faut respecter, là, c'est... Donc, je crois qu'il faut que en tout cas les conteurs refassent le chemin qui est celui de l'oralité. C'est-à-dire que si un acteur s'empare d'un livre et l'apprend par cœur pour le jouer, c'est une façon de faire. Mais c'est vrai que c'est mettre le spectacle en boîte. Alors que c'est plus intéressant qu'un conteur reprenne le texte et se dise comment moi je le verrais raconter. Comme si je racontais une nouvelle ou quelque chose, quoi. Et tiens, peut-être je pourrais même ne pas le dire de la même façon, ce truc-là, et peut-être même le changer, parce que cette fin ne me plaît pas. Ou... Moi, je trouve ça plutôt vivant que ça bouge. C'est comme le savoir d'une manière générale.
Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui me dit « Ah, c'est bête, il y a un type hyper important, c'est un grand savant. Il est parti avec tout son savoir, il est mort. On était 15 à son enterrement et on se disait « Tu te rends compte hein, moi, il m'a apporté une chose incroyable, ce type m'a apporté ça. » L'autre disait « Moi, il m'a apporté ça. » Mais je me disais « Mais c'est génial que vous ayez chacun pris une chose et que vous le laissiez avec tout son bagage à lui, mais que chacun refasse son chemin à partir d'une chose qu'il lui a pris et qu'il aura collé avec autre chose. Puisque c'est ça, on est tous des synthèses de tout ce qu'on croise et de tout ce qu'on a appris, de ce qu'on a compris. Et tu penses qu'après ton spectacle sur la vieillesse, tu raconteras Don Quichotte? Je l'ai déjà raconté, Don Quichotte. Mais ça me semble être une sorte d'un projet récurrent. Ouais. J'aimerais bien le reprendre un jour. Mais jouer les deux faces tout seul. Tu ferais Sancho Panza, voilà. Don Quichotte. Je ferais mon père et ma mère. C'est ça. Et autant d'échecs que de réussites. Ouais. Voilà. Et le foot Ah, bah le foot, ça c'est formidable. Pourquoi? Non, parce que, tiens, c'est marrant. Moi, j'étais un mauvais élève. Mon père m'a amené au football. Et bien, attends, je suis toujours accroché avec cette histoire de football. Parce que pour moi, c'est pas très intéressant, mais je connais toutes les équipes, je connais les stratégies, les tactiques, les machins. C'est mon monde un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que il me semble qu'on apprend bien les choses que lorsqu'on les aime. Et moi, ça ne me coûte aucun effort. J'ai tous les matchs, les transferts, les machins, je sais tout, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'école, moi, j'arrivais pas à comprendre ce qu'on voulait m'enseigner. Ce qui est la chose de beaucoup de gens aujourd'hui, de beaucoup de jeunes. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on veut leur faire dire oui, non, A, B, C, comment ça fonctionne. Ils ne voient pas, quand on demande à des jeunes pourquoi vous étudiez les mathématiques, ils disent c'est pour réussir l'examen. Logique, mais ils ne voient pas plus loin que ça. C'est-à-dire que ça ne leur apporte rien. Il y a des gens pour qui ça apporte parce qu'ils ont compris. Mais il y en a beaucoup qui sont exclus à cause de ça. Et je pense, moi j'ai traîné mes guêtres pendant longtemps. J'ai été viré de toutes les écoles. À 15 ans, je travaillais. Et jusqu'à 21 ans, je ne savais pas quoi faire de ma vie. La seule chose que je voulais, c'était faire le tour du monde. Je l'ai déjà raconté. Puis un jour, je suis allé en Angleterre pour apprendre l'anglais, pour pouvoir travailler sur des bateaux. Et puis, dans un centre français, il y avait une pièce de théâtre. Et je m'étais trompé de porte. Ils étaient en train de répéter une pièce. Et j'étais intéressé. Je n'avais jamais entendu des gens. On voyait tout. Et puis, à un moment donné, il y en a, ils m'ont aperçu, ils m'ont demandé si je voulais faire le mort. Ils avaient besoin d'un mort. Bon, j'ai fait le mort, j'en suis pas mort. D'ailleurs, je vais peut-être le raconter dans mon spectacle. Puisque la vieillesse va renvoyer à mon enfance aussi. Et puis, voilà. Et je me suis dit, moi, je ne bouge plus d'ici, moi, c'est ça que je veux faire. C'est inventer le monde. Et j'avais trouvé mon truc. Et à partir de ça, non seulement j'ai commencé à lire plein d'auteurs de théâtre alors que je n'étais pas très... je ne connaissais pas le théâtre du tout. J'ai commencé à reprendre des études à la fac de Vincennes, qui était une fac ouverte aux non-bacheliers. C'est une fac révolutionnaire. Après 68, Edgar Faure, il a dit qu'il faut faire une fac comme les étudiants la demandent, une fac expérimentale. Donc tout le monde pouvait y rentrer, même sans... J'avais le certificat d'études, moi je suis rentré en fac avec le certificat d'études. Donc on pouvait être avec des... Tous les cours étaient dédoublés, avec des jeunes, des travailleurs, avec des étudiants. Le soir, on voyait des gens qui travaillaient en entreprise, qui venaient en sociologie, qui s'engueulaient avec des étudiants. Il n'y avait pas de cours magistraux. C'était vraiment très intéressant. Et moi, je savais pourquoi j'étudiais. Et tous les gens qui étaient là, ils savaient. On ne leur disait pas, on va vous enseigner quelque chose et puis vous allez vous taire. Non, c'était vous. Qu'est-ce que vous cherchez? Même au département théâtre, on voulait faire du théâtre, on disait qu'est-ce que tu as à exprimer? Qu'est-ce que tu veux dire à travers le théâtre? Bon, c'était l'époque militante et tout ça, mais du coup, il y avait beaucoup de gens qui disaient moi j'ai rien à dire, bon bah c'est peut-être pas la peine de faire du théâtre, ou enfin va faire autre chose, enfin je sais pas, mais du coup ça te mettait tout de suite dans la responsabilité de d'expliquer ton projet. Et donc à partir du moment où tu apprends en connaissance de cause, moi ça m'intéresse vraiment, ça veut dire que tu vas
énormément travailler pour acquérir les choses qui te sont nécessaires. Mais si tu les apprends sans en avoir la nécessité, bah, tu les apprends pour avancer, mais tu ne sais pas pourquoi. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment formidable le conte ou le slam, parce que n'importe qui peut s'y mettre. Je le dis un petit peu comme une provocation, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire n'importe qui peut décider d'aller devant les autres dire son texte. Dans le slam, je trouve ça formidable. Si c'était nul, bah tant pis. Bah. Et puis si c'était un petit peu bien, bah, le gars ou la fille repart, puis il se dit tiens, la prochaine fois, je vais bosser plus. Parce que j'ai vu que c'était pas facile. Et puis, je pense que cette question de mettre le pied à l'étrier sans le jugement des gens, c'est-à-dire se lâcher, c'est une chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. On devrait nous apprendre à être bien à l'école, avoir envie d'étudier. Et moi, je suis passé à côté. Donc, je découvre avec un bonheur énorme ce travail de conteur depuis le début parce que il faut faire des choses et dire des choses qui nous intéressent et qui intéressent les gens. Alors là, ça ouvre les portes. Alors là, on peut aller étudier le répertoire, chercher, travailler le corps, la voix, le souffle. Donc, il y a plein de manières de... Je ne veux pas du tout faire de dogme. Il y a des gens qui peuvent très bien travailler le répertoire et tout ça, puis petit à petit, plus le corps, on peut partir de n'importe quelle façon. Mais en tout cas, chacun doit trouver sa manière d'entrer dans le truc. Alors après, devenir professionnel ou rester amateur, ça c'est un autre problème. Pour moi, celui qui se dit professionnel, il prend le risque de ne pas trouver de boulot ou d'être... là, il prend le risque... Même s'il n'est pas bon, il faut y aller. Et à ce moment-là, je dis que l'important, c'est le programmateur. Lui, il doit, dans sa sélection, quand il fait un festival, il doit avoir des exigences artistiques, esthétiques, et il doit mettre les conteurs dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc les programmateurs ont une énorme responsabilité dans l'avancée du champ artistique du conte. C'est eux qui mettent les enjeux. Ce qui ne veut pas dire pour ça qu'ils ne peuvent pas faire une soirée plus détendue, veillée, où on peut raconter de manière plus simple, ou un gueuloir pour des jeunes qui veulent essayer, ou des gens qui n'ont pas très assuré, ou des lieux où soi-même on peut tenter des choses qu'on n'a jamais faites. Mais la dimension du spectacle pour le conteur m'apparaît importante, et de plus en plus. C'est-à-dire, on peut raconter dans un café, mais on peut raconter sur scène et montrer que la parole, c'est un vrai spectacle. C'est comme la danse, comme le théâtre et tout ça. Donc voilà, j'arrête là parce que j'ai beaucoup parlé, mais non, ça va loin du football. Mais tu m'as lancé cette balle qui m'a permis d'aller vers ça. Mais au fond, c'est pas si loin. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté parce que c'est... Merci. Merci, Abby. Merci beaucoup.